En tant que représentant, Alexis Vervial, des patients, est-ce que vous partagez le diagnostic posé sur les enjeux de santé dans les territoires? On en parle depuis ce matin. Et selon vous, quelles solutions devraient être apportées, à défaut de pourraient être apportées? Alors merci pour l'accueil et pour cette organisation. Alors je suis très content parce qu'entre les temps, il y a eu un sondage UFC Que Choisir, qui est une association voilà, qui est membre de France Asso Santé, qui a sorti quelque chose sur les déserts médicaux. Et au final, pourquoi la question s'impose-t-elle dans le débat, hein, vous disiez qu'elle s'immisçait dans le débat. UFC Que Choisir a fait un testing auprès de près de 3000 médecins généralistes pour savoir s'ils acceptaient des nouveaux patients en tant que médecin traitant. Et figurez-vous que les attentes et les craintes sont confirmées. 44% à l'échelle nationale, 44% des généralistes n'acceptaient pas de nouveaux patients. Donc c'est la première fois qu'on a un testing de la sorte, avec d'énormes disparités j'allais dire territoriale, puisque finalement, par exemple, on a 78% en Charente de refus d'accepter de nouveaux patients, 86% en Seine-et-Marne. Donc toutes ces craintes qui sont sorties dans le grand débat, malgré le cadrage thématique, en fait, elles se confirment par cette population qui sont un petit peu abandonnées. Alors on parle en médecine générale, hein, on ne parle pas en spécialité. Et je voulais aussi dire que en creusant un peu dans l'étude, on se rend compte que c'est pas les communes les plus rurales qui souffrent de cette non-accès aux soins, puisqu'il y a 33% de refus dans les communes de moins de 3000 habitants. Et c'est l'étonnement global sur ce sondage, c'est que 52%, le chiffre de refus atteint 52% dans les villes de 10 000 à 100 000 habitants. Alors on se posait la question, et c'est bien que M. Perrineau soit là pour en discuter, est-ce que finalement en rural, le médecin se sent obligé de prendre en charge, ou est-ce que finalement il y a moins de solidarité entre les acteurs? Donc c'est à discuter, mais en tous les cas, nous, on a les mêmes constats de difficulté d'accès aux soins. J'ai requêté, moi, dans les bases de données du grand débat pour m'amuser. Il y a des mots forts, hein, quand même. Abandon, désertification. Suis-je un exclu du service médical alors que j'ai la sécurité sociale et que je perds ma mutuelle? On parle de naufragé de la médecine pour tous. Donc nous, on tire les sonnettes d'alarme. Alors je suis désolé, j'ai plus été sur le constat que sur les solutions, mais j'imagine qu'on va en parler après. Oui, bien sûr. Voilà, parce que je voudrais que Pascal Perrineau peut-être réagisse tout de suite. Et après, Dr Chariot, je vous donne la parole. En effet, les données que vous avancez recoupent ce que moi j'ai ressenti, c'est-à-dire un côté particulièrement sinistré de ce qu'on peut appeler les villes petites et moyennes. Les villes petites et moyennes, c'est tout ce qui va de 10 000 à 100 000. Et là, en effet, on a des terrains qui sont particulièrement sinistrés sur le plan de la santé, sinistrés sur le plan des commerces de proximité dans les centres qui ferment, sinistrés en termes d'évolution sociodémographique tout à fait préoccupante, surtout quand on est, vous savez, dans ce que les statisticiens de l'INSEE appelaient il y a bien longtemps la diagonale du vide. Toute cette zone, en effet, qui va du Grand Est, prend en écharpe Bourgogne-Franche-Comté, descend au travers du Massif central et vient mourir au pied des Pyrénées. Là, vous avez un ensemble de terroirs, de terres dans lequel il y a un sentiment d'abandon et un abandon objectif qui atteint dans les petites villes et les villes moyennes des niveaux littéralement vertigineux. Alors, la ruralité est touchée, mais parfois elle est moins touchée, la ruralité profonde, les moins de 3000 habitants, même s'il faut faire attention, parce que dans ces petites communes de moins de 3000 habitants, vous avez des communes qui sont dans des grandes métropoles urbaines. Donc il faudrait distinguer vraiment le rural profond, quoi. Bon. Mais en effet, il y a deux éléments de réponse. Des médecins, étant donné le rapport d'interconnaissance directe qu'ils ont avec leurs patients, qui ne peuvent pas laisser tomber. C'est plus facile dans l'anonymat urbain de laisser tomber. Là, à la campagne, c'est pas possible. Surtout si, en plus de ça, vous êtes conseiller municipal, vous voulez vous représenter, etc. Attention, la clientèle que vous avez peut devenir une clientèle politique. Donc là, il faut être très prudent. Et puis, la pratique encore
de lien de solidarité en milieu rural qui n'existe pas ou qui n'existe plus en milieu urbain. Hein. Il suffisait de voir, vous vous souvenez de cette très grande sécheresse, le nombre de personnes âgées, quand vous preniez mortes en milieu urbain dans cet été terrible de canicule que nous avions connu, et en milieu rural. Eh bien, il y avait une grande différence. Pourquoi ? Parce qu'en milieu rural, il y a encore des pratiques sociales de solidarité, j'allais dire des pratiques sociales de mortalité. Les pratiques sociales de mortalité, c'est plutôt dans l'univers urbain. Docteur Chariot, avant de passer au débat, vous vouliez dire un mot vous avez un micro, le vôtre ici. Mettez-le bien près du menton. Vous vouliez dire un mot avant de démarrer le débat. Je souhaitais remercier tout particulièrement et chaleureusement Lamine Garbi et tous les directeurs qui sont là, d'intégrer les médecins dans leur quotidien. Ça me fait très plaisir d'être à cette table et je souhaitais commencer mon intervention par ces propos. Ça nous fait très plaisir que vous soyez à cette table, évidemment. Et également, vous êtes médecin anesthésiste en tant que professionnel de santé. Justement, pour continuer dans le vif du débat, d'après vous, docteur Chariot, comment les professionnels de santé eux-mêmes peuvent répondre à cette nécessité, ce désir et cet enjeu d'accès aux soins pour les patients? J'ai vu évoluer la clientèle des patients. Des gens qui venaient demander il y a une dizaine d'années, une quinzaine d'années, aujourd'hui, les patients se présentent. Et c'est un droit à la santé, c'est un droit fondamental comme la liberté et l'égalité. L'évolution et la souffrance des patients, c'est que c'est un droit et qu'ils n'y ont pas accès. C'est ça leur souffrance. Je pense que le maillage des territoires, parce que les cliniques sont souvent proches des patients, parce que les cliniques sont beaucoup plus petites que les CHU, répondent davantage à un besoin de santé et un besoin de service au public. Aujourd'hui, nous avons tous nos correspondants, nous les médecins spécialistes, avec le maillage des médecins généralistes qui viennent voir leurs patients quand ils sont hospitalisés et qui viennent encore, et qui sont nos correspondants naturels et le correspondant de l'établissement. Et je pense que les établissements privés et les médecins libéraux qui travaillent dedans répondent tout particulièrement à ces besoins de la population et à cette difficulté d'accès aux soins. Alors, quel frein encore faut-il lever pour un meilleur accès aux soins dans le parcours du patient? Si j'ai un vœu pieux à faire, oui, c'est que l'État considère les établissements privés comme l'école privée, un vrai service au public. Ça, c'est mon vœu. Mais peut-être que je ne le verrai pas exaucé. Ce que je souhaiterais, c'est que tous nos politiques comprennent que nous sommes partie prenante, nous sommes au service des patients pour toutes les spécialités ou les cliniques qui travaillent, et que les patients sont bien accueillis et attendus chez nous. Ça, c'est capital. Et je ne voudrais pas qu'il y ait de différence, qu'on continue à faire de différence entre le privé et le public. Alexis Vervial. Il y a un plan gouvernemental qui a été lancé, hein, Ma Santé 2022, etc. Alors, nous, Ma Santé 2022, c'est justement pour 2022. Et pour nous, l'urgence des territoires, elle est déjà là. Donc, on trouve que le plan envisagé par le gouvernement, il pose certes un certain nombre de mesures structurelles, de refonte, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais de réforme des autorisations, etc., etc. Mais que nous, sur l'urgence de non-accès aux soins, il ne va pas assez loin. Il ne va pas assez loin et je dis souvent aux fédérations hospitalières, pour nous, il aurait fallu peut-être, et c'est peut-être une question à soulever, pourquoi les établissements ne se lancent pas aussi dans les soins primaires. On a toujours rêvé de maîtriser l'amont. Et donc pourquoi pas? Parce qu'il y a une vraie place sur les territoires pour porter des structures hospitalières qui ont les capacités d'apporter de l'accès aux soins quand la médecine générale libérale n'arrive plus à répondre. Donc le plan Ma Santé 2022, c'est une bonne chose, mais il faut aller plus vite et plus fort parce qu'il y a des territoires qui sont en souffrance. Lamine Garbi, vous êtes tourné vers lui, il va apporter des éléments tout de suite. Oui, bien sûr, ça s'appelle pour nous les centres de santé. On y est autorisé depuis peu. On y est autorisé depuis peu, depuis un an et demi. C'est vrai qu'avant, c'était réservé au milieu associatif. Et que de combats menés pour être enfin reconnu, que le diable que je représente soit reconnu capable d'assumer des missions de service public et des centres de santé en proximité. On a eu vraiment parcours d'embûches. Je suis intervenu au congrès des centres de santé et vraiment, je me sentais totalement illégitime. Mais on va y arriver. On va y arriver. Et heureusement, on n'a pas attendu la réglementation pour se structurer
Et ce que font les hôpitaux publics avec les GHT, groupements hospitaliers de territoire, nous le faisons aussi avec des points avancés de consultation. Voilà, donc on y est, on commence. Et puis en attendant, il y a des départements qui sont lancés on parlait de Saône-et-Loire tout à l'heure, il y a des départements qui sont lancés, alors même que ce n'est pas dans leurs compétences propres sur ce type d'initiative. Et je crois qu'ils ont réussi à attirer plutôt une quarantaine de praticiens, je crois, en Saône-et-Loire. Alexis Vervial, quelle proposition concrète, un mot de France Assos Santé en faveur de l'accès aux soins ? Alors, sur l'accès aux soins, nous, on dit qu'il n'y a pas une réponse, il y a des réponses en fonction des territoires. On a une position historique qui est celle du conventionnement sélectif, alors qui remue un peu en général et qui secoue, parce qu'on se fait souvent étrier par les syndicats de praticiens libéraux, comme quoi c'est pas une des solutions, mais nous, on les met quand même dans la palette de solutions de non-conventionnement en zone surdotée. Ça, c'en est une. Il y en a d'autres. Hein. Il y a évidemment les regroupements pluriprofessionnels. C'est une des voies de type maison de santé, etc. Donc c'est une des voies, puisqu'on voit que les attentes des jeunes praticiens sont plus les mêmes. Et donc l'exercice de groupe est naturel, entre guillemets, chez eux. Et donc ça permet d'avoir de nouvelles conditions d'exercice. On croit beaucoup, nous aussi, dans la délégation de tâches, c'est-à-dire que voilà, on voit qu'il y a des possibilités les déserts médicaux ne sont pas forcément des déserts paramédicaux. Et à mon avis et à notre avis, la question des infirmières de pratique avancée, donc qui pourront suivre des malades chroniques, etc., c'est une question qui est complètement sous-estimée en France. On voit qu'au Québec, avec des infirmières cliniciennes, etc., ça peut marcher. Et donc, il y a encore plein. Et la loi de santé, là, récemment, donne plus de rôle aux pharmaciens. Donc, on voit qu'il y a une palette de solutions structurelles qui peuvent être envisagées et qui sont intéressantes, mais qu'il faut mettre en place rapidement, ce que Ma Santé 2022 échelonne dans le temps, quoi. Vous parliez des praticiens libéraux. Marie-Paule Chariot, quelle place doit occuper la médecine libérale, justement, dans ces réponses à apporter ? Alors, la médecine libérale répond aux besoins de la population, c'est sûr, puisqu'on est très présent. Dieu merci, le numerus clausus a disparu. Et si aujourd'hui, il y a une telle difficulté de trouver des praticiens, c'est peut-être parce que pendant des années, il y a eu un numerus clausus qui a empêché un certain nombre de jeunes et qui a obligé à les recruter dans l'Union européenne, voire au-delà des frontières et au-delà de la Méditerranée, des praticiens qui n'avaient pas toujours la même formation, pas la même qualification et certainement pas la même implication. Et dans tous les établissements, on a eu quelques difficultés à pouvoir intégrer ces jeunes, privés et publics, hein, tous les établissements. C'est bien que maintenant on puisse former des médecins, il faut quand même un certain temps pour former des médecins. C'est bien aussi que les infirmières de pratique avancée, on puisse leur déléguer des tâches comme au Québec. Mais la médecine française est un petit peu différente de celle du Québec. En particulier dans ma spécialité, on n'a pas besoin d'avoir des infirmières de pratique avancée parce que ça fait 10 ans qu'on a délégué aux aides, aux infirmières anesthésistes, donc la délégation de tâches est faite et il n'y a plus à gratter là-dessus. Par contre, que les cliniques puissent nous donner les moyens de nous installer, de créer des maisons médicales et nous parrainer parce que leur savoir-faire d'organiser les soins n'est pas le nôtre, de soigner, là, ça, c'est un vrai partenariat qui permettra d'avancer. Un mot sur Ma Santé 2022 ? Que le plan se réalise effectivement. Voilà, un mot. Un mot. Pascal Perrineau, comment vous expliquez ce paradoxe entre la grande confiance qui subsiste toujours en les établissements de santé, alors que la défiance est absolument totale aujourd'hui il y a une vraie fracture. Votre livre s'intitule « Chronique d'une démocratie fragmentée, voire fracturée ». Comment vous expliquez ce paradoxe ? Alors, c'est parce qu'il faut aller voir au-delà des chiffres, il faut aller voir en nuances. En effet, la société française est, à certains égards, non pas une société de confiance, mais une société de défiance. Il y avait deux économistes, il y a bien longtemps, Algan et Cahuc, qui ont écrit un petit livre superbe qui s'appelle « Superbe », le diagnostic est sinistre, mais qui s'appelle « La société de défiance ». Et en fait, quand vous regardez toutes les enquêtes, et même j'ai regardé très attentivement avant de venir ici, celle de Via Voice, vous vous apercevez d'un phénomène particulier. Nous ne sommes pas la société de toutes les défiances. La preuve, au moins, les Français ont confiance dans les hôpitaux privés et dans les hôpitaux publics. Ils ont confiance également dans toutes les institutions qui protègent. On l'a vu tout à l'heure. L'armée, la police. Au fond, l'État régalien et la puissance publique sociale
à condition qu'elle respecte la diversité des acteurs qui mettent en œuvre le service public de la santé, hein, au fond, les Français, encore aujourd'hui, ont confiance. En revanche, la défiance, elle est majeure vis-à-vis de tous les autres corps intermédiaires. C'est un véritable jeu de massacre. Les entreprises privées, les banques, les entreprises publiques, les églises, les partis, les syndicats. Vous savez, on parle que des syndicats jour et nuit, là. Vous savez combien de Français ont confiance dans les syndicats? 25%. Ce qui veut dire que 3/4 n'ont pas confiance dans les syndicats. Donc, il ne faut pas non plus... Voilà, faut regarder ça en détail, parce que sinon, on vient à dire n'importe quoi. Hein. Donc, là, il y a une défiance phénoménale. Ce qui n'est pas simple, parce qu'on est un pays, contrairement à l'Allemagne, à l'Autriche, à la Grande-Bretagne, à beaucoup de nos voisins, on est un pays compliqué, parce qu'on a des citoyens qui se sentent isolés en bas, face à un pouvoir qui lui-même est isolé, et on attend tout de ce pouvoir sans que nos demandes soient articulées par des corps intermédiaires. C'est redoutable. Ça dégénère toujours. La preuve, ça a dégénéré il y a 1 an, ça dégénère en ce moment. Hein. Par défaut, en effet, de coussins amortisseurs dans cette société française, de toutes les de défiance qui devient une société, mais dure. Dure. Il suffit de... Hein, en venant ici ce matin, vous êtes agressé en permanence, quoi. Hein, je me suis levé à 7h, entre 7h et 9h, ça n'a pas arrêté, j'étais content d'arriver ici. Hein. Bon. Vous êtes bien ici, ça va? Oui, je sais bien, je vais rester d'ailleurs. Bon, voilà. Mais ça ne veut pas dire que tout est détruit. Il y a une confiance en bas dans la société française. Quand vous demandez aux Français, d'abord s'ils ont confiance en eux-mêmes, ils ont confiance en eux-mêmes. Hein. 2/3 des Français considèrent qu'ils ont réussi leur vie quand vous les interrogez. Hein. À peu près entre 60 ont un sentiment de bonheur individuel. 3/4 ont confiance dans leur famille, ont confiance dans leurs amis. Donc en bas, il y a un capital de confiance. Le problème, il faut savoir l'exploiter. Hein. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le monde d'en haut sait très mal exploiter ce capital de confiance qui est en bas. Mais il y a là quelque chose pour reconstruire et arrêter d'être dans un discours de la déploration permanente. Il y a quelque chose pour reconstruire. Alors bien sûr, ce capital de confiance qui est en bas, il est à la recherche de quoi? De la proximité. De la proximité, si vous voulez, moi qui connais bien le domaine politique, c'est un jeu, mais c'était le tir au pigeon quand vous demandez aux Français ce qu'ils pensent des politiques. C'est dramatique. Il n'y en a qu'un seul qui échappe. C'est le maire et les conseils municipaux. Parce que c'est le pouvoir de proximité. Hein. Et ça n'est pas pour rien que les hôpitaux privés ont une si bonne image. C'est qu'en effet, ils sont vécus comme un pouvoir de protection de proximité. Alors attention, si peu à peu, cet acteur n'est plus dans la proximité. Hein, mais ça, on va y revenir tout à l'heure, c'est-à-dire on a l'impression que tout baigne aujourd'hui, mais est-ce que tout baignera demain? Ça, j'en suis moins sûr. Alexis Vervial. Ouais, je suis d'accord, je crois beaucoup au pouvoir du maire, et on le voit bien, par exemple, dans les initiatives de maisons de santé pluriprofessionnelles. Vous avez une équipe de libéraux qui s'allient avec le maire pour les permis de construire, pour les locaux, etc. Et donc, on est dans une alliance informelle un peu nouvelle entre un maire qui veut de l'accès aux soins, qui est un service de base populationnel, et cette équipe libérale. Donc, on est dans des partenariats publics-privés nouveaux. Et à mon avis, les collectivités aussi locales et territoriales auront leur rôle à jouer dans la santé plus que jamais, c'est sûr. Docteur Chariot? Je rejoins complètement, mais je pense que là est la place des directeurs d'établissements et des établissements de santé, parce que les professionnels de santé, durant leurs études, n'apprennent pas à gérer et à organiser. Donc, nous avons besoin d'eux. Oui, Pascal Perrineau. Tout petit point. Si vous voulez, l'enjeu est le même que sur la question de l'école. À partir du moment où on considère que l'école privée participe pleinement, particulièrement dans certains territoires, à l'effectivité du service public d'éducation vis-à-vis des enfants, et que l'on est dans un système de partenariat qui ne doit jamais être contesté, souvenons-nous de 84. Un pouvoir décide de contester, d'unifier,
de considérer que le service public ne peut être rempli véritablement que par des acteurs publics, c'est plus d'1 million de personnes dans la rue et voilà, l'obligation de retirer ce projet qui était un projet mais complètement absurde. Au fond, dans la santé, l'enjeu est le même. C'est-à-dire qu'il faut en effet que la puissance publique devienne un partenaire. Alors on le voit, des tas de maires, comme d'habitude, qui eux sont loin de cette idée qu'un service public ne peut être rempli que par l'administration, etc. Des tas de maires, en effet, sont très ouverts à ces partenariats, eux-mêmes très ouverts à des acteurs du privé. Mais il faut savoir que maintenant, il faut remonter du bas en haut, et les pratiques vertueuses du bas, il faut peu à peu pouvoir les imposer au monde d'en haut. Et vous dites aussi, Pascal Perrineau, attention aux signaux faibles de dysfonctionnement. Oui, parce que quand on regarde l'enquête, là vous aurez le temps de la regarder dans le dossier qui vous a été fourni, en effet, je me dis, moi qui suis dans l'institution universitaire, si l'université avait une assez bonne image que vous, les choses iraient mieux, je vais vous dire. Mais le navire universitaire est en train de s'enfoncer doucement. En effet, quand on regarde, si vous voulez, il faut parler un peu des trains qui n'arrivent pas à l'heure. Là, on parle de tout ce qui va bien, etc. Et quand on regarde ces enquêtes, ces perceptions, et moi je le sentais également lorsque j'écoutais tous ces Françaises et ces Françaises en train de prendre la parole sur les questions de santé, il y a des signaux faibles qui peuvent être préoccupants, qui d'ailleurs ne sont pas toujours très faibles. Il y a un pessimisme qui parfois est fort vis-à-vis de l'avenir du système de soins. Pour l'instant, les Français disent « on est fiers de notre système, privé-public, au fond, on est des consommateurs à peu près majoritairement satisfaits, mais l'avenir est sombre, et est sombre pour le système de soins. » Donc ça, des acteurs comme vous êtes obligés de faire avec ce pessimisme des anticipations. Quand les anticipations sont négatives, ce n'est pas facile. Mais ça peut être un argument pour convaincre les pouvoirs publics de la diversification nécessaire des acteurs. Parce que l'État ne peut pas tout, comme disait un Premier ministre. Socialiste en plus. Deuxième remarque, il y a des interrogations au sein même de l'enquête que vous avez commandée, minoritaires pour l'instant, mais des interrogations sur la proximité de l'offre de santé. 28% de l'échantillon interrogé s'estiment éloignés de tout. C'est beaucoup, 28%. C'est beaucoup. Et ça monte à 70% dans le rural. Je ne sais pas si vous voyez. Éloignés de tout. L'item est fort. 32% dans cette enquête disent qu'ils vivent dans un territoire délaissé par l'offre de soins. Alors là, c'est pas on est éloigné de tout, mais délaissé. 58% dans le rural. Donc là, c'est un deuxième élément qu'il faut prendre, j'allais dire, en compte, avec soin. Parce que tout de même, la menace gronde, quoi. La menace gronde de ces territoires pendant trop longtemps délaissés, négligés, et qui aussi ont besoin, j'allais dire là, ce n'est pas simplement d'espèces sonnantes et trébuchantes, ont besoin de reconnaissance. Ces gens ont l'impression de ne même pas exister dans les médias, dans l'accès aux services publics, dans l'accès à la santé. Vous voyez, ils ont l'impression véritablement qu'ils sont considérés comme des gens tout à fait négligeables. Troisième élément, signaux faibles, quand vous écoutez les Français qui ont été dans ces établissements de soins, très souvent, il y a l'impression que le parcours de soins se déroule de manière de moins en moins satisfaisante. De moins en moins satisfaisante. La chaîne du parcours de soins, on entend de plus en plus des choses que l'on n'entendait pas il y a 10 ans sur ce parcours de soins. Et ça, je vais dire attention. Alors, dernier point, dans ce cadre global, on le voit bien dans les données que présentait François tout à l'heure, l'hôpital privé incarne une voie très légitime. J'étais intéressé par le fait que le président Lamine Garbi dit qu'il se sentait illégitime dans certains lieux, alors que vous avez une très forte légitimité. Et c'est important par les temps qui courent d'avoir une forte légitimité. Mais les défis, en fonction de ce que je viens de dire, les défis que vous avez à affronter pour ne pas entamer cette légitimité. Les légitimités, ça s'entame avec le temps. Au fond, ce sont de différents types. On vous attend beaucoup,
Mais ce n'est pas facile d'être présent dans la proximité. Hein, que l'acteur privé, voilà, là où il y a des béances du public, soit présent, alors sous des formes labiles. Les gens ne veulent pas forcément que ce soit un établissement qui s'ouvre dans leur commune. Il y a des tas de gens qui disent, moi, si un après-midi par semaine, etc., j'avais une équipe itinérante de médecins qui viennent, ça irait. Vous voyez, les gens ne sont pas idiots. Hein. Donc là, il y a un défi, la présence des acteurs privés des soins dans la proximité. Il y a un désir très clair que vous soyez davantage soutenus par les pouvoirs publics. Davantage soutenus par les pouvoirs publics, que les pouvoirs publics accompagnent l'hôpital privé dans son développement, hein, dans son développement sur le territoire, et que ça soit comme pour l'école privée. Reprenez le scénario de l'école privée. Et enfin, le défi qu'on vous accorde les moyens de votre liberté. Les Français aiment la liberté pour eux-mêmes et pour les institutions comme les vôtres à laquelle ils sont très attachés. Docteur Chariot, un mot, Alexis Vervial, et c'est vous, Lamine Garbi, qui allez conclure. Je voulais juste dire un petit mot sur la plasticité du privé. Ce qui fait que le privé est réactif. On vient de le voir à l'occasion de la grève des urgences dans les hôpitaux. Pardon. On n'a plus que doublé nos capacités d'accueil des urgences. Et je n'ai pas vu passer l'enveloppe des urgences. Néanmoins, on a accueilli les patients. Je souhaitais juste le dire. Alexis Vervial. Oui, moi je vais réagir sur 2 points de l'analyse. Sur le pessimisme ambiant, en facteur explicatif, on voit très bien que les Français en fait, ont constaté qu'il y avait des lits qui se fermaient. Ils constatent que l'âge de leur généraliste est en général entre 50 et 55 ans. Et donc, comment être optimiste sur son parcours de soins quand on constate qu'il y a des fermetures à tout va et que finalement, le seul praticien de son village, il a 50-50. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, nous, les assos, elles ressentent également énormément, puisque les assos représentent les usagers par pathologie. Et donc les malades chroniques, les associations de malades chroniques nous le disent. Le parcours se complexifie administrativement, mais également dans l'accès aux soins. Et c'est une étude récente, la Compare de la PHP, qui montre qu'un malade qui a 3 maladies chroniques en même temps, en moyenne, met 35 heures par mois à gérer sa maladie. 35 heures par mois. Donc une semaine entière de travail pour gérer sa maladie chronique. Et on voit bien que finalement les différentes réformes n'ont pas forcément simplifié le parcours de soins, mais qu'on a eu tendance à complexifier, à enlever de la lisibilité au système de santé. Voilà. Lamine Garbi, pour conclure. Merci Marie. Alexis, merci pour votre présence et aussi merci pour tout le travail que nous faisons ensemble. Parce que c'est vrai que le monde des associations, et notamment peut-être l'émergence que l'on voit souvent avec un magazine qui s'appelle Que Choisir, nous met quelquefois, non pas en difficulté, mais c'est vrai que si on pouvait communiquer avant sur les analyses ou les interprétations qui sont faites, ça permettrait d'apaiser quelques incompréhensions. En tout cas, merci pour tout le travail que l'on fait au quotidien. Professeur, vous qui avez l'oreille du président Macron, j'aimerais que vous lui suggériez tout ce que vous avez dit dans votre dernier propos. Que nous soyons aidés, accompagnés, assistés. Et je pense qu'une ouverture qui serait un signe fort, c'est que le privé puisse reprendre en gestion un hôpital public. Ce serait bien. Ce serait bien. Avec 2 conditions que nous remplirions. C'est aucun licenciement et aucun budget supplémentaire. Nous arrivions, je pense, à les gérer de manière simple. Surtout que l'inverse se produit déjà. Donc c'est vrai qu'il y a une dichotomie, une différence d'appréciation. Le public a racheté des cliniques qui étaient en difficulté ou qui souhaitaient, je dirais, fusionner avec l'hôpital public. Donc je ne vois pas pourquoi l'inverse ne serait pas possible. Donc suggérez-lui, si vous voulez bien, cette idée. Vous voulez bien lui suggérer ? Parce que c'est une question, quand même. Savez, vous posez. Il faudrait qu'il me consulte. Les Suédois l'ont fait avec succès. Hein. Les Suédois l'ont Oui. fait avec succès. L'ont fait avec succès. Je suis certain qu'il vous consulte. Enfin, je le ferai savoir, si vous voulez. Oui, je suis certain qu'il vous consulte. Il y a des témoins, hein, Pascal. Merci, professeur. Marie-Paul, je te remercie pour ton mot introductif. C'est vrai que nous nous connaissons depuis des années, du temps où j'étais au MCO, et tu as continué à travailler avec Ségolène, avec Thierry.
Et merci pour ton implication au Club des médecins d'Îmes, également dans la revalorisation des GHS, et aujourd'hui avec ta nouvelle mission qui est la présidence des présidents de CME. Voilà, tu succèdes à Jean-Luc Baron, qui a été aussi un moteur dans le rapprochement de la confrérie que tu représentes, c'est la médecine libérale, ou les médecins en général dans nos sites. Et c'est vrai que les liens que nous avons sont étroits, et je pense qu'on doit continuer à travailler ensemble pour qu'on puisse arriver, non pas à mieux se comprendre, ce n'est pas le terme, parce qu'on se comprend, mais je dirais à avoir des projets communs sur l'évolution de notre système de santé et de la gouvernance de nos établissements. Merci, c'est effectivement mon souhait. Merci.